La rivalité entre Drake et Kendrick Lamar est depuis longtemps l'une des querelles les plus intenses et les plus passionnantes du hip-hop. Ce qui a commencé comme un respect mutuel entre deux géants du lyrisme s'est lentement transformé en une bataille d'ego, marquée par des diss tracks, des insultes sournoises et des jeux de pouvoir à grande échelle. Mais personne n'aurait pu prédire que Serena Williams entrerait sur ce champ de bataille et bouleverserait tout. Lors du Super Bowl 2025, pendant la mi-temps, Serena a fait connaître sa position d'une manière qui a laissé les fans stupéfaits. Soudain, elle n'était plus seulement une icône du tennis. Elle était devenue une voix dans l'une des guerres les plus féroces du hip-hop. Aujourd'hui, elle s'exprime et affirme que son apparition n'avait pas pour but de jeter l'opprobre. Mais le message était clair et net. Qu'est-ce qui s'est réellement passé au Super Bowl? Pourquoi Serena a-t-elle ressenti le besoin de mettre les choses au clair? Et quel est son lien avec les origines de la querelle entre Drake et Kendrick? Pour comprendre l'implication soudaine de Serena et pourquoi elle a peut-être de vraies raisons de mépriser Drake, il faut revenir à l'une des querelles les plus importantes de l'histoire moderne du rap. La saga Drake vs. Kendrick n'a pas commencé par la haine. Elle a commencé par l'admiration, la collaboration et l'ambition partagée. Mais alors que Drake accède à la célébrité en 2011, tout juste auréolé du succès de Thank Me Later, des doutes subsistent quant au fait qu'il ne soit pas qu'une simple merveille. Il a répondu avec Take Care, un album qui a fait taire les critiques et l'a élevé au rang de roi du hip-hop. Mais Kendrick arrivait, et il n'était pas du genre à jouer les gentils. Il était émouvant, brute, et présentait certains des noms les plus talentueux de la musique de l'époque, dont un jeune et ambitieux parolier de Compton nommé Kendrick Lamar. Kendrick sortait tout juste de Section 80, un album qui montrait clairement qu'il n'était pas simplement un autre rappeur de la côte ouest, mais qu'il était le rappeur de la côte ouest. Drake, reconnaissant son talent, lui a donné sa caution en le faisant participer à l'interlude Buried Alive de l'album Take Care. C'était un moment court mais puissant, où Kendrick rappait sur la célébrité, la vanité et les pressions du succès. À l'époque, Kendrick voyait Drake comme un mentor, quelqu'un qui avait déjà navigué sous les feux de la rampe, mais cette dynamique n'allait pas durer longtemps. Quelques mois plus tard, au début de l'année 2012, Drake a invité Kendrick à participer à sa tournée Club Paradise aux côtés d'A$AP Rocky. Il était clair que Drake n'était pas un simple rappeur dans le monde de Kendrick. Il était clair que Drake n'était pas un rappeur comme les autres dans le monde de Kendrick. C'était quelqu'un qui l'avait aidé à booster sa carrière. À la fin de l'année 2012, leur relation était toujours solide et ils ont même participé à 2 collaborations massives. Tout d'abord, ils sont apparus ensemble sur Fin Problems d'A$AP Rocky, un hymne qui s'est retrouvé en tête des hit parades et qui a enflammé les clubs. Ensuite, il y a eu Poetic Justice, un morceau sur le premier album de Kendrick sur une grande maison de disques, Good Kid M, A.D. LaVille. Il s'agissait d'une démonstration claire de respect mutuel. Mais comme l'histoire le montre, le rap n'est jamais qu'une question d'amitié. C'est une question de compétition. C'est en août 2013 que les choses ont commencé à changer. À ce moment-là, Kendrick n'était plus seulement un rappeur en devenir. Il était le nom dont les gens parlaient. Avec Good Kid M, A.D. City, il avait livré l'un des albums les plus célèbres de ces dernières années, et il voulait que tout le monde sache qu'il n'était pas là pour être ami, mais pour dominer. C'est à ce moment-là que le fameux Control Verse a été prononcé. Sur la chanson de Big Sean, Kendrick a décidé de citer presque tous les grands rappeurs de la scène, montrant clairement qu'il n'était pas là pour jouer les gentils. Parmi ces noms, J. Cole, Pusha T, Meek Mill, et bien sûr, Drake. Il ne s'est pas contenté de les interpeller. Il leur a déclaré la guerre en disant qu'il voulait que leurs fans oublient leur existence. C'était le coup le plus direct contre les plus grands noms du hip-hop depuis des années, et toute l'industrie l'a remarqué. Drake, étant Drake, n'a pas immédiatement mordu à l'hameçon. Interrogé sur le couplet de Kendrick lors d'une interview accordée à Billboard, il a joué la carte du calme, estimant qu'il ne s'agissait que d'une idée ambitieuse.
Il ne pensait pas que Kendrick pouvait le toucher, et il n'allait pas lui donner la satisfaction d'une réponse immédiate. Mais qu'il l'admette ou non, Kendrick a fait bouger les choses. Quelques mois plus tard, en octobre 2013, Kendrick s'est à nouveau attaqué à Drake, cette fois lors du Cypher des BET Hip Hop Awards. Sur le classique Shook One's Beat de Mobb Deep, il s'en prend directement à Drake, se moquant de sa sensibilité et le traitant de faux. Il est désormais clair qu'il ne s'agit plus d'une simple compétition amicale. Drake, toujours aussi cool, a réagi de manière subtile. Dans sa chanson The Language, il a inséré quelques mesures subliminales, montrant clairement qu'il n'allait pas laisser Kendrick prendre le dessus sans se battre. Dans une interview accordée à Vibe plus tard dans l'année, il a déclaré qu'il avait tenu bon et qu'il n'allait pas se laisser entraîner dans une bataille inutile. C'est le véritable début de leur guerre froide. Ils étaient passés de collaborateurs à concurrents, d'amis à rivaux. Et même si les choses n'avaient pas encore dégénéré en une véritable guerre, la tension était indéniable. Le calme avant de la tempête. Au cours des années qui ont suivi, Drake et Kendrick Lamar semblaient s'être installés dans une rivalité tranquille et tacite. Une de ces guerres froides où les deux parties se lancent des coups occasionnels, mais ne deviennent jamais nucléaires. Les fans savaient qu'il y avait des tensions, mais elles n'ont jamais dépassé le stade de quelques coups subtils dans les chansons et les interviews. Le monde du rap avait déjà connu ce genre de situation. Deux géants au sommet de leur art, conscients l'un de l'autre, mais trop occupés à diriger leurs empires pour se lancer dans une guerre totale. Kendrick, toujours puriste en matière de parole, sans esprit à la crédibilité de Drake, notamment en ce qui concerne les rumeurs de ghostwriting qui ont commencé à circuler au milieu des années 2010. Ses propos étaient acerbes, mais ils n'avaient rien de personnel, juste l'habituelle posture compétitive dont le hip-hop se nourrit. Drake, quant à lui, a joué la carte de la discrétion. S'il a répondu, c'est à sa manière habituelle, intelligent, dédaigneux, et toujours enveloppé de suffisamment d'ambiguïté pour qu'il soit difficile de dire s'il s'en prenait réellement à Kendrick ou s'il était simplement en train de se défouler. En 2016, leur dynamique s'est installée dans un rythme étrange. Kendrick donnait un coup de poing et Drake l'esquivait avec un sourire en coin. De temps en temps, Kendrick rappelait au monde qu'il n'était pas impressionné par le succès pop de Drake. Et Drake rappelait à Kendrick qu'il avait les charts, les fans et les plus grandes chansons du monde. Mais en fin de compte, ils n'étaient pas vraiment des ennemis, juste deux titans du rap qui ne voyaient pas les choses du même œil. Pendant près d'une décennie, c'est ainsi que s'est déroulée leur querelle. Tendue, mais pas explosive. Les fans ont pris parti, débattu à l'infini, disséqué toutes les lignes subliminales possibles, mais rien n'a jamais vraiment abouti. Puis vint 2024, la guerre du rap de 2024. Ce qui n'était au départ que quelques mesures énigmatiques s'est rapidement transformé en l'une des querelles de rap les plus intenses de la décennie. Les deux artistes s'échangeant des diss tracks dos à dos, suscitant des débats chez les fans et secouant l'ensemble de l'industrie. Tout a commencé en mars, lorsque Kendrick Lamar a décidé qu'il en avait assez entendu. Sur Like That, un titre de l'album de Future et Metro Boomin. Il s'en prend directement au coup de Drake. Pas de subliminaux, pas de langage codé. Il a rejeté l'idée des Big Three, Drake, Jay, Cole et lui-même, et a déclaré qu'il n'y avait qu'un seul géant du rap. Lui-même, le couplet était tranchant, aggressif, et ne laissait aucun doute sur le fait qu'il était prêt pour la guerre. Drake, qui a l'habitude de jouer la carte du long terme, n'a pas réagi immédiatement en publiant un morceau. Au lieu de cela, il a abordé la situation lors d'un concert en Floride, s'adressant directement à ses fans pour leur dire que personne sur cette terre ne pouvait lui faire de mal. C'était une déclaration confiante, bien que légèrement vague. Mais la dissidence de Kendrick n'était pas n'importe quel couplet de rap. C'était un défi ouvert. Et bientôt, Drake a compris qu'il ne pouvait pas l'ignorer. En avril, Drake est passé à la vitesse supérieure. Il a publié Push-Ups, un morceau dissident visant Kendrick, se moquant de sa petite taille et de son association avec Top Dog Entertainment. Mais Drake ne s'est pas arrêté à une seule chanson. Il a enchaîné avec Tailor Made Freestyle, un morceau qui utilisait les voix de Tupac et de Snoop Dogg générées par l'IA pour faire valoir ses arguments.
Cette initiative s'est retournée contre lui lorsque les ayants droit de Tupac sont intervenus, l'obligeant à retirer la chanson. C'était un rare faux pas de la part du rappeur habituellement stratégique, et Kendrick n'était pas prêt à le laisser passer. Puis vint le 30 avril, le jour où Kendrick décida de secouer à nouveau le monde du rap. Il a sorti Euphoria, une attaque verbale de 6 minutes qui a mis à mal la crédibilité de Drake, son style et sa place dans le hip-hop. Il a remis en question tout ce qui concerne Drake, de son recours à des auteurs fantômes à son authenticité dans la culture. C'était incisif, lyrique et, surtout, cela indiquait que Kendrick était totalement impliqué. La réponse a été immédiate. 3 jours plus tard, Kendrick frappait à nouveau avec 6 C's in LA, une nouvelle dissertation dans laquelle il affirmait que la propre équipe de Drake se retournait contre lui. Les barres étaient plus froides, le ton plus tranchant. Et à ce stade, Internet s'était transformé en champ de bataille, les fans disséquant chaque ligne et chaque réponse. Drake, bien sûr, n'allait pas rester les bras croisés et laisser Kendrick avoir le dernier mot. Le 3 mai, il a sorti Family Matters, un morceau dissident qui a porté la bataille à un niveau profondément personnel. Il ne s'est pas contenté de s'en prendre à Kendrick. Il a visé sa vie privée, remettant en question sa relation avec sa fiancée, Whitney Alford. C'était un geste brutal, qui a déclenché encore plus de chaos. Mais Kendrick n'était pas au bout de ses peines. Quelques minutes à peine après la diffusion de Family Matters sur YouTube, il a répliqué avec Meet the Grams. Cette fois, il a retourné la situation en accusant Drake de cacher un autre enfant et de remettre en cause sa réputation de père de famille. Il s'agit de l'une des dissolutions les plus personnelles de ces dernières années, qui a mis les médias sociaux en ébullition. Et alors que la poussière semblait vouloir retomber, Kendrick a de nouveau frappé Drake le lendemain avec Not Like Us. Le morceau produit par La Moutarde n'était pas seulement une dissidence, c'était un hymne. C'était entraînant, énergique et, surtout, cinglant. Kendrick s'est moqué de Drake dans son camp d'Ovo, transformant des accusations sérieuses en paroles prêtes à être jouées en boîte de nuit. La chanson est rapidement devenue un énorme succès, prouvant que Kendrick ne se contentait pas de gagner sur le plan lyrique, mais qu'il allait aussi dominer les classements. Drake se devait de réagir. Un jour plus tard, il a publié The Heart Part 6, un morceau dans lequel il a essayé de prendre le contrôle de la narration. Il a nié les allégations de Kendrick, les a qualifiées de contes de fées, et a même suggéré qu'il avait donné de fausses informations à Lamar juste pour voir s'il allait mordre à l'hameçon. Mais à ce moment-là, l'élan était déjà du côté de Kendrick. Avec l'arrivée de l'été, il est devenu évident que Kendrick avait gagné cette manche. Not Like Us s'est hissé à la première place du Billboard Hot 100, marquant le premier succès de Kendrick en solo depuis Humble. En juin, il l'a interprété 5 fois de suite lors d'un concert à Los Angeles, transformant l'événement en une véritable fête. En juillet, il a diffusé le vidéoclip, ce qui en a fait un moment culturel à part entière. L'épreuve de force du Super Bowl. Bien sûr, ce conflit n'allait pas rester en 2024. Non, il avait pris trop d'ampleur, était devenu trop public, trop personnel. À l'aube de la nouvelle année, Drake et Kendrick Lamar ne se contentaient plus d'échanger des morceaux dissidents, ils se livraient à une véritable guerre qui dépassait le cadre de la musique pour s'étendre aux batailles juridiques, aux remises de prix et même à l'événement télévisé le plus important de l'année, le Super Bowl. Au début de 2025, Drake semblait désireux de passer à autre chose. Il a lancé un freestyle dans lequel il revenait sur le chaos de l'année écoulée, dénonçant les gimmicks et suggérant que même ses propres amis avaient pris un peu trop de plaisir à regarder la bataille se dérouler. Mais si quelqu'un pensait qu'il était prêt à laisser tomber, il se trompait. Quelques semaines plus tard, il a intenté un procès à son propre label, l'accusant d'avoir soutenu le plus grand succès de Kendrick et d'avoir dopé ses streams de manière déloyale. De toute évidence, la bataille ne portait plus seulement sur les paroles, mais aussi sur le pouvoir. Pendant ce temps, Kendrick prospère. Son titre dissident est non seulement devenu un moment culturel, mais il a également atteint une étape importante. 1 milliard de streams sur Spotify. Et puis, la victoire ultime. Lors des 2025 Grammy Awards,
Il est reparti avec 5 trophées, dont certains des plus grands honneurs de la soirée. Il a reçu ses récompenses dans une tenue denim sur denim, un clin d'œil pas si subtil aux racines canadiennes de Drake. Mais le véritable moment qui a scellé la domination de Kendrick était encore à venir. Une semaine seulement après son triomphe aux Grammy Awards, il est se monté sur la plus grande scène du monde du spectacle, le spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Pendant des mois, on s'est demandé s'il profiterait de l'occasion pour s'en prendre une nouvelle fois à Drake. Après tout, il s'agissait de la performance la plus regardée de l'année. Et le monde entier était aux aguets. Et Kendrick n'a pas déçu. Dès son entrée sur scène, la tension était électrique. Il a taquiné la foule, faisant comme s'il était sur le point d'interpréter son plus grand succès, avant de couper la musique et de lancer une remarque sur les poursuites judiciaires. Un clin d'œil à la bataille juridique de Drake autour de la chanson. Quelques minutes plus tard, il a donné aux gens ce qu'ils voulaient. Le stade entier a explosé lorsqu'il s'est lancé dans le morceau pour de vrai. Et Kendrick, toujours aussi théâtral, s'est assuré que chaque moment atteigne sa cible. À un moment donné, il a regardé la caméra dans les yeux, a souri et a lancé une phrase beaucoup trop précise pour être autre chose qu'une attaque directe contre son rival. L'Internet est devenu frénétique. En quelques minutes, la performance est devenue le moment culturel de l'année. Les mèmes ont inondé les médias sociaux. Les célébrités se sont exprimées et le consensus général était que Kendrick venait de livrer le plus grand flex de l'histoire du rap. Drake, bien sûr, n'était pas prêt à se laisser faire. Quelques jours plus tard, il a répliqué sur son album Surprise Party Next Door en livrant quelques-unes de ses répliques les plus venimeuses. Il s'est moqué du succès de Kendrick, rejetant l'ensemble du rap beef comme une distraction par rapport à la vraie musique. Mais, même dans ses passages les plus énervés, on sentait qu'il savait que le vent avait tourné. L'histoire d'amour entre Serena Williams et Drake. Vous devez vous demander ce que Serena Williams a à voir là-dedans. Oui, la légende du tennis et la superstar du rap ont partagé une histoire d'amour qui a fait vibrer Internet. Flasher les caméras des paparazzi et fait tomber les paroles en références cryptées pendant des années. Mais comme toutes les bonnes relations entre célébrités, elle s'est accompagnée de son lot de drames, de peines de cœur et, bien sûr, d'une musique mémorable. Tout a commencé en 2011. À l'époque, Drake était en pleine ascension, passant de l'hybride rappeur-chanteur émotionnel dont les gens débattaient encore à une superstar à part entière. Serena, qui dominait déjà le tennis, faisait une brève pause en raison de blessures. C'est à ce moment-là que les premières étincelles ont jailli, du moins publiquement. Drake, qui n'a jamais hésité à flirter avec les médias sociaux, a adressé un tweet à Serena en août 2011, lui disant qu'il avait hâte de la faire transpirer pendant un match. C'était ludique. C'était insolent et cela a fait jaser. Peu après, il a assisté à l'un des matchs de Serena au Canada, ce qui a alimenté les rumeurs selon lesquelles les deux hommes étaient plus que de simples amis. Au cours des années suivantes, Drake a continué à mentionner le nom de Serena dans sa musique. And 2000 Tries, il a sorti Worst Behavior, un titre dans lequel il évoque des matchs de tennis à la crèche et affirme, avec assurance qu'il pourrait battre Serena si elle jouait de la main gauche. Une déclaration audacieuse quand on sait que la femme a remporté 23 titres du Grand Chelem, mais c'est de Drake qu'il s'agit. En 2015, il est devenu impossible d'ignorer leur relation. Cet été-là, Drake était soudain partout où se trouvait Serena. Il était dans les tribunes, la regardant jouer à Wimbledon. Il était à son défilé de mode, soutenant sa collection. Et puis, le moment qui a confirmé ce que tout le monde soupçonnait. Les paparazzi les ont surpris dans un restaurant, partageant ce qui semblait être un moment intime. Certains journalistes ont même réussi à prendre une photo d'eux en train de s'embrasser, montrant ainsi qu'il ne s'agissait pas d'une simple amitié. Mais aussi vite que leur romance semblait se réchauffer, les choses ont pris une autre tournure. La même année, Serena a subi une défaite déchirante à l'US Open, alors qu'elle n'était qu'à 2 matchs d'entrée dans l'histoire en réalisant un Grand Chelem. Certains fans, peut-être injustement, ont blâmé Drake, le qualifiant de malchanceux, et l'ont même surnommé la malédiction de Drake, bien avant que ce terme ne devienne un mème. Pour compliquer les choses,
Un autre homme entrait discrètement en scène, Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit. À la fin de l'année 2015, l'ère Serena Drake semblait avoir pris fin. En 2016, elle a été aperçue plus fréquemment avec Alexis et, à la fin de l'année, ils se sont fiancés. Pendant ce temps, Drake fait ce qu'il fait de mieux. Il met ses sentiments en musique. En mai 2016, il a sorti Too Good, une chanson avec Rihanna, dans laquelle il se plaint d'avoir été considéré comme acquis dans une relation passée. Des années plus tard, en 2024, il confirmera que la chanson parlait bien de Serena. Serena, quant à elle, n'a jamais évoqué publiquement sa relation, préférant garder sa vie privée à l'écart des projecteurs. Mais s'il y avait un doute sur sa position, il est devenu très clair en 2017, lorsqu'elle a épousé Alexis lors d'une superbe cérémonie à la Nouvelle-Orléans. Le conte de fées était terminé. Elle était passée à autre chose, avait fondé une famille et semblait heureuse. Drake n'avait cependant pas fini de parler de Serena. En 2022, il a ravivé de vieilles tensions en s'en prenant à son mari dans la chanson Middle of the Ocean, traitant Ohanian de groupie. C'était un coup classique de Drake, lançant une attaque des années après les faits, juste au moment où tout le monde pensait qu'il avait laissé tomber. Alexis, imperturbable, a répliqué sur Twitter avec ce qui pourrait être la dissidence la plus saine de l'histoire, disant qu'il était fier d'être le plus grand fan de sa femme et de sa fille. Serena a répondu avec une réaction simple mais révélatrice. Des emojis de cœur. Mais le moment le plus déterminant de la position de Serena sur Drake a peut-être eu lieu en 2024. En tant qu'hôte des SP Awards, elle est montée sur scène et a fait une référence pas si subtile à la bataille en cours entre Drake et Kendrick Lamar. Avec un sourire en coin, elle a déclaré au public que s'il y avait une chose qu'elle avait apprise cette année-là, c'était que personne ne devrait jamais se battre avec Kendrick Lamar. La revanche de Serena au Super Bowl. Après que Drake ait dénigré la pauvre Alexis, on sait maintenant pourquoi Serena Williams déteste Drake. Mais elle avait aussi une façon de lui répondre. Elle a juste attendu le bon moment pour faire quelque chose. Et ce moment est enfin arrivé lors du Super Bowl 2025. Le monde entier attendait déjà avec impatience le spectacle de Kendrick Lamar à la mi-temps. Surtout depuis que son combat avec Drake a complètement dominé le hip-hop au cours des mois précédant le match. Mais personne ne s'attendait à ce que Serena Williams fasse une apparition. Et certainement pas de la manière dont elle l'a fait. Lorsqu'elle est entrée sur le terrain pendant la prestation de Kendrick, le public a sursauté. Puis, au moment où le rythme s'est arrêté, elle a fait le Crip Walk. C'était une boucle bouclée. Un rappel de plus d'une décennie. En 2012, lorsque Serena a remporté l'or olympique en battant Maria Sharapova, elle a célébré son exploit en exécutant la même danse. À l'époque, elle avait reçu ce que la plupart des gens considéraient comme une critique injuste, les commentateurs qualifiant le geste d'inapproprié et l'accusant de glorifier la culture des gangs. Bien sûr, personne n'avait sourcillé lorsque d'autres athlètes avaient dansé après leur victoire, mais lorsqu'il s'agissait de Serena, cela devenait soudain controversé. Aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, elle récidive, mais cette fois sur la plus grande scène du monde, selon ses propres termes. Et pas n'importe où. Elle l'a fait pendant que Kendrick Lamar interprétait Not Like Us, la chanson même qui avait transformé sa querelle avec Drake en un tremblement de terre culturel. Serena savait exactement ce qu'elle faisait. Il ne s'agissait pas seulement de danser, c'était une déclaration, un coup de force. Si Drake s'était déjà demandé de quel côté elle était, elle lui a répondu à ce moment précis devant des millions de téléspectateurs. C'était sa façon de dire. Je l'expose maintenant. Elle n'a pas eu besoin d'un morceau dissident, d'un tweet ou d'une interview louche. Elle a simplement dansé, souriant d'une oreille à l'autre, envoyant un message fort et clair. Je ne plaisante pas avec toi, Drake. Mais ce moment avait une signification encore plus profonde. La demi-sœur de Serena, Yetunde Price, a tragiquement perdu la vie lors d'une fusillade perpétrée par un membre d'un gang Crip en 2003. Compte tenu de cette histoire douloureuse, nombreux sont ceux qui ont trouvé surprenant que Serena ait choisi de faire la marche du Crip lors d'un événement aussi médiatisé. Mais Serena a précisé après coup qu'il ne s'agissait pas de quelque chose de négatif.
Dans une vidéo qu'elle a publiée sur les réseaux sociaux, elle a déclaré en riant « Bon sang, je n'ai pas fait de marche lente comme ça à Wimbledon. J'aurais été condamnée à une amende. » Puis elle a ajouté « Tout l'amour, Drake, malgré ses coups de gueule lyriques et ses attaques mesquines, n'avait rien à dire après cela. » Serena a parlé sans dire un mot. Et ce faisant, elle a encore gagné. Quelle a été votre réaction lorsque Serena Williams a fait la Crip Walk pendant la performance?